Francisca, bonjour. Bonjour. On est réunis aujourd'hui pour parler de la dépression. Et si la dépression n'était pas une maladie? C'est comme ça qu'on a choisi de le tourner aujourd'hui. C'est un sujet qui fait polémique, un sujet qu'on entend beaucoup sur les réseaux, dans les médias aussi. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? De mon point de vue, j'interroge la question de la maladie et si on se référait à ce qu'en dit le Larousse. Effectivement, d'un point de vue académique, on peut regarder. Alors, le Larousse dit, bon déjà, ça vient du latin qui veut dire enfoncement. Et c'est, en ce qui concerne l'être humain, c'est un état pathologique marqué par une tristesse avec douleur morale, une perte de l'estime de soi, un ralentissement psychomoteur. Voilà ce que dit le Larousse. Donc le Larousse parle d'état et non pas de maladie. Oui, effectivement. Bon, évidemment, on pourrait dire donc un état. Est-ce que la fièvre est un état ou une maladie? Est-ce que c'est le symptôme ou la maladie? C'est ça. Donc j'ai envie de dire que, comme ça, je poserai la question à chacun d'avoir envie d'y répondre. Est-ce que finalement la dépression ne serait pas donc un état fiévreux qui parle d'une infection? D'accord, intéressant. Et ça serait quoi l'infection? Alors l'infection peut être de différentes origines. Elle peut être liée à un événement, comme tu l'as cité dans la définition du Larousse, un événement qui crée un état, par exemple, de tristesse, de sidération, de perte de repères, un événement brutal ou on va dire un événement qui vient sur plusieurs petits événements, finalement créer une sorte de perte de repères, mélancolie, et qui finalement emmène non pas à vivre un état de tristesse qui est naturel, c'est normal de vivre des états de tristesse dans la vie, j'y reviendrai, mais qui à un moment donné vient faire perdre la terre sous les pieds. C'est-à-dire que les repères, ce qu'on avait le sentiment de tenir, d'une certaine manière, un système dans lequel on fonctionnait, tout à coup, les liens qui faisaient que ce système fonctionnait ne fonctionnent plus. Si tu devais, pour faire comprendre au public, à ceux qui nous regardent, si tu devais donner une image de ce que c'est que la dépression, qu'est-ce que tu dirais? Je prendrais par exemple le cas d'être en avion, dans un avion, et l'avion est fait pour supporter beaucoup de secousses, de traverser beaucoup d'épreuves finalement le long de son vol. Et d'être secoué et de chuter finalement, de suivre les courants et de chuter, monter, descendre, aller sur le côté, être secoué, qui peut être évidemment ce qu'on peut rencontrer dans un voyage. Le voyage peut être comparé à ce qu'on peut rencontrer dans la vie, mais finalement l'avion, d'une manière plutôt conséquente, est fait pour traverser ça. Et nous, humains, nous sommes faits aussi pour traverser des choses de différentes natures qui peuvent être difficiles et qui font partie de la traversée de la vie. Mais si on nous fait croire qu'en montant dans un avion, ça sera un long fleuve tranquille tout le long, ça peut arriver d'ailleurs, mais c'est nous mentir. Et si on nous éduque, on nous élève en nous faisant croire que la vie va être un long fleuve tranquille sans aucune épreuve, c'est nous mentir. Parce que les épreuves, c'est ce qui nous fait grandir, c'est ce qui nous permet d'évoluer, c'est ce qui nous permet de nous transformer vers une vie qui serait bonne à vivre et dynamique. C'est quand même ça que nous recherchons. Mais nous ne sommes pas construits de manière linéaire et de manière parfaite, bien loin de là. Mais c'est aussi ce qui fait le charme de la vie. Donc nous allons traverser des épreuves. Mais évidemment, ces épreuves, selon la manière dont on va être construit, vont venir nous percuter d'une certaine manière et vont venir peut-être changer les représentations et les croyances ou les constructions que nous avions mises en place et qui étaient mises en place sous forme de système de défense. Et tout à coup, un événement qui pourrait être juste vécu sous forme de tristesse, par exemple la perte de quelqu'un qui nous est cher, c'est normal d'être triste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on ne pourrait plus mal aller, qu'on n'aurait plus le droit de mal aller, que ça ne serait pas normal d'être triste. Mais c'est très normal d'être triste. Simplement, il y a une différence entre être triste et traverser cette tristesse qui, quand même, nous garde une certaine relation à la vie et à la beauté du monde et aux choses que l'on aime, avec la dépression qui nous fait perdre tous nos repères et qui ne nous permet plus d'avoir de lien et nous donne le sentiment de à quoi bon, pourquoi vivre, à quoi ça sert, d'avoir une apathie physique
et de nous sentir mal, mais qui vient aussi nous parler quelque part d'une transformation potentielle qu'il est temps d'avoir. Aussi, moi je le vois comme ça. Alors justement, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu plus ce que tu veux dire par transformation potentielle. Ça veut dire que ça serait comme un signal d'alarme? Ce serait comme un très gros signal d'alarme qui, s'il n'est pas vu comme un signal d'alarme, c'est-à-dire que pardon, la capacité justement à voir que effectivement ça peut être cet état dépressif, c'est-à-dire une fièvre qui montre qu'il y a une infection quelque part, mais c'est recherché. Ce n'est pas un état dans lequel il faudrait prendre un médicament pour aller mieux et pour stabiliser l'état émotionnel. C'est nous dire que les émotions que l'on ressent quand même, finalement, parce que finalement l'état dépressif nous fait passer par des tas d'émotions, nous disent qu'il y a quelque chose à régler. Et donc aller voir qu'est-ce qui finalement procède de l'infection que l'on a en nous. Et l'infection, c'est important de ne pas le voir comme un état péjoratif, mais juste qu'à un moment donné, quelque chose n'est plus opérant dans notre système. Soit dégradé par un événement brutal, soit dégradé par une série d'événements qui nous emmènent à ne plus trouver goût à la vie. Et donc, forcément, là, il y a quelque chose à entendre. Et ça n'est pas un état, ça n'est pas une maladie en soi dans ce sens-là, mais un état dont il faut découvrir finalement de quoi souffrons-nous réellement, qui n'a pas été entendu à temps. Alors ça peut être quelque chose qui est personnel, individuel, dans notre affectivité qui est touchée, ou dans notre relationnel, mais ça peut être aussi ça, plus l'environnement dans lequel on vit. Et aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, c'est-à-dire le monde très contrasté et très controversé dans lequel on vit, c'est-à-dire dans quelle projection on va, qu'est-ce que c'est que ce monde dans lequel on vit, aujourd'hui vient charger encore plus les événements à titre individuel qu'on peut vivre. C'est ce que j'allais dire, est-ce que aussi on ne serait pas aussi une société en dépression, une société qui perd ses valeurs, des valeurs différentes que pouvaient avoir nos grands-parents et parents, et avec cette perte de valeurs et c'est toutes ces inquiétudes, parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, je sens beaucoup d'inquiétudes autour de moi, de peur, et c'est même pas autour de moi, on peut le voir sur les réseaux et dans les médias. Est-ce que ce face-à-face avec ce changement de paradigme dans la société fait de notre société une société dépressive? Est-ce que c'est pas normal du coup qu'il y ait de plus en plus de personnes qui soient dépressives justement? Si, c'est sûr que toute société a eu ces événements traumatiques, ces événements, mais je dirais que si on repart juste avant la Deuxième Guerre mondiale, c'était toujours des événements qui nous obligeaient à être dans la survie immédiate et dans l'action. Or on sait que quand on est dans l'action, et surtout à titre collectif, c'est-à-dire qu'on est tous ensemble portés à agir, eh bien on est moins dans la dépression. C'est-à-dire que pendant les guerres, par exemple la Seconde Guerre mondiale, est-ce que en tant que les psychologues, les psychanalystes, les psychiatres ont étudié, ont pu voir qu'il y avait moins de dépression pendant la guerre qu'après, par exemple? Je dirais que peut-être c'est après, parce que les changements de paradigme sont là, justement, qu'on pouvait le voir. Et je dirais qu'avant et pendant, il s'est agi de survivre. Donc là, dans l'action, la dépression ne s'exprime pas. Alors, bien sûr qu'il y a eu des cas et il y a eu des pathologies qui se sont exprimées, mais qui se sont surtout révélées post-guerre. C'est-à-dire les interdits, les traumas qu'on a pu vivre, est-ce qu'ils ont été autorisés d'être parlés, d'être vécus? On l'a vu avec la Première Guerre mondiale, hein, les poilus ne pouvaient pas, c'était interdit de parler de ce qu'ils avaient vécu, et ça a créé des traumatismes dont le transgénérationnel peut parler. Hein. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est un véritable sujet, ça. On en parlera, oui. Ne t'inquiète pas, on en parlera. Mais toutes les guerres génèrent ça, finalement, ou tous les grands traumas, les traumas collectifs génèrent ça. Mais oui, je dirais qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus à l'œuvre, je dirais les états, enfin, en tout cas la dépression générale, parce qu'on a cru, on a eu l'illusion, post-Seconde Guerre mondiale, qu'on aurait une croissance infinie, qu'on pourrait finalement faire tout ce que l'on voulait, comme on voulait. Or, le monde aujourd'hui nous montre que finalement, la ressource est épuisable, que nous ne pourrons pas faire ce que nous voudrons, alors même que la technologie, le numérique,
l'intelligence artificielle nous pousse à dire que finalement nous allons augmenter notre croissance, nous allons pouvoir finalement à l'infini nous Faire développer. toujours plus vite. Du toujours plus, qui vient chercher chez l'être humain quelque chose qui lui a permis de se développer dans notre glande pinéale, c'est-à-dire la capacité là de trouver des solutions, d'être créatif. Et là, ça nous pousse à toujours plus, à aller chercher cette hubris justement du je veux encore, je veux consommer, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Et qui finalement vient avec un discours controversé, dire non, tu ne pourras pas faire tout ce que tu crois que tu voulais faire. Cette société que tes parents t'ont vendue en quelque sorte, ben c'est fini. Et il va falloir décroître, il va falloir envisager d'autres manières de vivre. Et tout ça est une controverse aujourd'hui, c'est-à-dire un débat où finalement personne n'a tranché dessus. Mais il y a des tendances qui se dégagent et qui créent des états mentaux et dépressifs que l'on voit apparaître de plus en plus, de peur, d'angoisse, de projection non possible, de finalement renoncement à des vies qui viennent finalement se mettre en plus des choses que l'on peut vivre à titre personnel. Oui, ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire tout ce que nous n'avons pas réglé, toutes les infections liées à notre parcours personnel que nous n'avons pas réglées et que la dépression vient révéler. C'est-à-dire oui, parce que nous construisons sur des systèmes de défense, à la fois anthropologiquement et à la fois psychologiquement. Parce que les sociétés qui aujourd'hui élèvent, au sens littéral du terme, les êtres humains vers le meilleur d'eux-mêmes, il y en a peu dans le monde. Ça existe, mais il y en a très très peu. Ça veut dire qu'elles ne sont pas prises par l'avoir. C'est des sociétés où la collectivité marche ensemble et où il y a finalement une vie assez simple. Alors qu'aujourd'hui, avec cette société de l'avoir toujours plus, qui n'a jamais été aussi, on ne nous a jamais autant vendu le marché du bonheur, le marché de il faut être heureux, le marché de il faut être performant. La performance, c'est un sujet sur lequel on pourra revenir, mais ce n'est pas si évident ce sujet-là. Mais qui serait la rentabilité, le retour sur investissement immédiat, le fait que si on n'est pas performant, alors quid de nos vies. Enfin, tout ça est un leurre, une mythologie. Qui peut être vrai à certains moments de nos vies, mais tout à fait faux tout au long de notre vie, crée encore plus d'états de finalement je ne suis pas à la hauteur, finalement est-ce que j'arrive à vivre, finalement je ne suis pas ça ou je ne suis pas ci, je ne corresponds pas à des critères, à des étalons de société. Et aujourd'hui, il y a une dictature de l'image, de la société du spectacle qui est de plus en plus exponentielle et qui donc va rajouter de l'infection, de la fièvre que l'on peut ressentir au fait qu'on ne s'est pas réalisé ou qu'on devrait se réaliser ou qu'on devrait aller vers telle vie ou pas vers telle vie, avec une compression mais finalement, quelle est la possibilité, c'est les possibilités qui me sont données de vie. Tu peux faire ce que tu veux, tu es libre, tout est ouvert, ça ne dépend que de toi, développement personnel, ça ne dépendrait que de toi. Allez, dissolution pour être performant. Non, c'est faux. Ça ne dépendra pas que de moi, parce que je ne suis pas un électron libre qui vit tout seul. J'appartiens à un groupe d'individus qui appartient lui-même à un groupe d'individus dans un endroit donné, dans une histoire donnée, dans un contexte donné, et tout ça procède de ma construction et de ma possibilité de vie. Et donc d'ignorer que finalement nous avons un libre arbitre extrêmement limité par nos biais cognitifs, nos biais anthropologiques, nos biais sociétaux, c'est finalement nous rabattre à une impuissance qui peut créer de la fièvre et donc des états dépressifs qui, s'ils glissent sur déjà aussi des constructions qui sont fragiles, vont créer véritablement ces dépressions. Et en plus de ça, notre société de consommation, j'ai l'impression, finalement, favorise que l'état dépressif qui est confondu avec l'état de tristesse, par exemple. Parce que renoncer à quelque chose pour aller vers autre chose crée de la tristesse. Mais c'est une tristesse bénéfique. Finalement, si on regardait l'état dépressif en se disant « Bon, qu'est-ce que c'est que cet état dépressif ? Est-ce que ce n'est pas aussi une opportunité ? Plutôt que de nous lisser avec des médicaments et nous dire « Bon, finalement, on va contenir ton émotionnel », mais plutôt aller véritablement dire « Allons y travailler ». C'est une opportunité à la fois en termes de collectif et en termes de individuel, ça peut être une société, une entreprise, ça peut être se dire il y a un problème là quand même, il faut le regarder de près. Ou à titre individuel, familial ou carrément civilisationnel, c'est de se dire
Mais finalement, c'est pourquoi faire tout ça? Quel est finalement mon désir profond? Et ce désir, est-ce qu'il est acceptable pour la collectivité et pour moi-même dans le contexte dans lequel je vis? Est-ce que finalement, je peux faire ce que je veux? Non. Mais comment finalement, je peux me mettre en état de créer une sorte d'harmonie viable, acceptable dans pas mal de paramètres, pour effectivement amorcer une évolution, un changement pour grandir. Parce que au fond, nous sommes là pour évoluer. On n'est pas là juste pour bouffer, dormir, baiser, boire et compagnie. On est là pour créer du sens, quelque part, même si on n'en a pas conscience. Parce que c'est le sens qui nous crée du lien et qui nous permet de dire bah, « c'est intéressant ma vie », quel que soit ce sens. Voilà. Et donc je pense que si on est capable de se dire c'est une opportunité, parce que ça marque que quelque chose ne fonctionne plus, alors on va prendre l'état dépressif, non plus comme une maladie, qui si on ne le prend pas va devenir une maladie. Ou générer des maladies. Ou générer des maladies. Et donc de dire, bah là j'ai l'occasion de faire évoluer quelque chose, bah c'est plus dynamique quand même. C'est intéressant à titre individuel et à un titre collectif. Ça me fait un peu penser à la médecine traditionnelle chinoise que je ne connais pas bien, mais j'ai toujours entendu dire qu'ils voyaient les maladies ou les états pathologiques comme l'occasion de rééquilibrer un manque d'harmonie chez l'être humain, et que c'était justement l'occasion d'aller voir ce qui justement n'était pas juste ou était en déséquilibre, et de retrouver cette harmonie. Est-ce que tu vois les choses aussi de cette manière-là? Oui, en tant qu'énergéticienne formée en médecine chinoise, c'est évident que... Enfin, c'était intéressant de savoir que le médecin chinois est payé quand on va bien. Et il n'est plus payé quand on va mal, en tout cas traditionnellement. Et donc son objectif, c'était de maintenir le groupe et les personnes en bonne santé. Qu'est-ce que c'est que la bonne santé? C'est créer de l'harmonie pour faire en sorte que les flux et que finalement l'énergie fonctionne bien. Si à un moment donné, il y a un embouteillage interne dans le corps, ou un embouteillage qui est d'abord dans l'esprit, qui vient générer un embouteillage dans le corps, parce que finalement, si l'esprit n'entend pas que sa vie n'est pas harmonieuse, alors il vient dire au corps, bah, toi tu vas l'entendre, hein, parce que quand tu ne pourras plus marcher, ou quand tu ne pourras plus faire ça ou ça, ou quand tu auras mal, tu vas peut-être l'entendre, le problème que tu génères, aussi bien pour toi que pour les autres. Et donc, à ce moment-là, le rôle du médecin, c'était d'aller chercher ce qui était coincé, encombré, le flux qui ne fonctionnait pas. Comment, finalement, l'énergie ne circulait plus. Pourquoi? Recréer de l'harmonie entre les choses. Donc, créer de l'harmonie entre les choses, ce n'est pas créer un miracle. C'est faire en sorte que, finalement, entre la contrainte et ce qui doit être fluide permet de la circulation. Et donc, finalement... Au fond, la maladie vient juste nous dire bah, « t'es allé trop loin. Là, t'as pas vu que tu n'étais pas dans quelque chose qui te permettait finalement de créer un équilibre entre toutes choses, en toi, entre la contrainte, entre ta difficulté, tes peurs. » Parce que je voudrais finir là-dessus quand même. C'est que nous sommes construits à travers des émotions fortes, mais qui sont très normales, parce qu'anthropologiquement, on a dû survivre. Et donc on est construit sur un système de défense. Je l'ai dit tout à l'heure, mais ce système de défense nous fait faire plein de choses qui nous met toujours en alerte. Et plutôt que d'être construit sur, finalement, comment je vais vers la joie, vers comment faire pour que notre vie, finalement, soit sobre et nous permette de temporiser nos désirs, finalement. Parce que c'est cette histoire de désir qui nous met, nous, dans le trou, en quelque sorte. Hein? Oui, bien sûr, ces belles paroles, on conclut cette... à trop vouloir. Oui, mais bon, c'est encore un autre sujet, on pourrait parler encore du désir, mais c'est vrai que dans un certain nombre de sagesses, notamment asiatiques, on dit toujours que l'homme heureux est celui qui a peu de désir, finalement. L'homme heureux est celui qui a su tempérer, parce que je pense que je suis, entre guillemets, éduquée à ça. Moi, je crois que le désir, c'est ce qui donne aussi l'impulse de l'allant devenant, du fait de vivre, d'avoir envie de vivre. Mais le désir, finalement, notre grande
notre grand challenge, c'est d'arriver à temporiser ce désir entre le feu du cœur qui veut et la vapeur d'eau de l'eau chauffée de nos reins qui nous permet de faire une temporisation entre calmer le feu du cœur et chauffer l'énergie vitale de nos reins. Quelque chose qui fait que ça fonctionne au bas et ça nous permet de temporiser tout ça. On peut avoir des désirs, les regarder, les observer et puis est-ce que c'est utile ou pas utile? Qu'est-ce que ça va finalement nous apporter? Et ça donne une certaine de tempérance. Et c'est peut-être ça dont manque notre société, c'est de la tempérance. Et c'est peut-être vers ça qu'on est amené interroger aujourd'hui spirituellement. Oui, bien sûr, ces belles paroles. Je te remercie pour tes réponses à toutes ces questions. Et puis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. À bon entendeur. À bon entendeur.